Je disais tout à l'heure que les données qui sont ici sont extraites de ma thèse et en passant, j'ai remercié Madame Lamure qui était parmi ceux qui ont instruit ma thèse. Et pour la présentation, je vais d'abord parler des langues en présence chez nous. Ensuite, je vais présenter brièvement le cadre légal institutionnel qui réglemente le statut des langues et l'enseignement chez nous au Bénin et faire part de quelques initiatives avant d'essayer de relever quelques éléments de comparaison entre les manuels élaborés au cours d'initiation chez nous, notamment dans le cadre du projet Élan qui est suspendu. Donc actuellement, ces manuels ne sont plus utilisés et même le manuel de cours d'initiation sur lequel a porté le travail en français a été changé cette année. Donc, il parle désormais des décodables. Donc, pour ce qui concerne les langues en présence au Bénin, nous avons une cinquantaine de langues nationales réparties en 3 groupes. Le groupe Kwa, le groupe Kou ou voltaïque et puis le groupe nommé autre. Le premier groupe est subdivisé en 2 sous-groupes. Et le sous-groupe ED et le sous-groupe P. Les langues qui sont affiliées à ces 2 sous-groupes ou classées dans ces 2 sous-groupes sont des langues parlées dans la région méridionale et au centre du pays. Et pour les 2 autres groupes, c'est-à-dire Kou et autres, c'est la plupart des langues parlées dans la partie septentrionale du pays. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces langues cohabitent avec la langue française. Et donc, en plus de ces langues, on trouve le français qui est la langue de travail, la langue de scolarisation, la langue officielle chez nous. Il y a aussi l'anglais qui est introduite à partir de la 6e, c'est-à-dire la première année du collège chez nous, et l'espagnol ou l'allemand aussi. Donc, pour ce qui concerne le cadre légal qui réglemente le statut des langues, il y a des tests qui donnent une certaine reconnaissance aux langues nationales. Parmi ces tests, il y a d'abord notre Constitution, dans son article 11, qui dit que toutes les communautés qui composent notre nation jouissent de la liberté d'utiliser leur langue, parlée et écrite, et de développer leur propre culture tout en respectant la culture des autres. Et l'État a l'obligation de promouvoir le développement des langues d'intercommunication. Ensuite, il y a la loi numéro 91-006 portant la charte culturelle en République du Bénin, qui en son article 17 stipule que l'État reconnaît l'impérieuse nécessité de développer les langues nationales, vecteurs de nos cultures et instruments privilégiés du développement culturel et social. Et il y a l'article 18 aussi, qui fait de la alphabétisation des adultes une priorité au Bénin. Nous avons aussi la même loi, en son article 19, 20 et 21, qui donne une certaine place à nos langues nationales. Mais il faut souligner que la Constitution béninoise reconnaît aussi officiellement la langue française comme étant la langue de travail et la langue de scolarisation. C'est mis expressément langue officielle. Donc, ce qu'on peut retenir de ces tests, et je l'ai dit tantôt,
nos langues ont une certaine reconnaissance. Et ces tests aussi témoignent de ce que ces langues ont doivent bénéficier d'une promotion de la part de l'État et même des peuples ou des populations. Parce qu'en parlant de gestion de la langue, la gestion peut être faite par les tests qui régissent la langue et aussi par, disons, ceux qui sont dépositaires ou ceux qui parlent ces langues-là. Mais en dépit de cela, nos langues demeurent des langues, moi je dirais, ils sont majoritaires, mais dominés par le français, compte tenu de son statut. Et depuis les indépendances, l'État a toujours voulu, disons, introduire nos langues à l'école. Et c'est déjà au lendemain des indépendances, dans les années 60, que des initiatives ont commencé par fleurir. Et à partir de 1970, il y a eu plus d'initiatives visant à promouvoir les langues nationales. Ensuite, il y a eu l'avènement du régime révolutionnaire en 1972, qu'on peut considérer comme une période où il y a eu plus d'actions visant la promotion des valeurs de chez nous et visant surtout à libérer l'enseignement et l'éducation de la culture étrangère. Et donc, pendant cette période, il y a eu davantage d'initiatives, notamment l'alphabétisation. Il y a eu les presses en langue nationale et même des élèves avaient des initiatives pour pouvoir introduire les langues à l'école. C'était au lycée Porte-Nouveau dans le sud, dans la capitale, et aussi dans la partie septentrionale, il y a eu des lycéens aussi qui ont essayé d'introduire nos langues à l'école sans succès. Et la dernière tentative qui a encore été suspendue et dont je vais m'accentuer, sur laquelle je vais m'accentuer à travers l'analyse des manuels qui ont été élaborés, c'est, je dirais, le projet Élan et qui a permis de démarrer une expérimentation au cours de l'année académique 2013-2014 pour pouvoir s'appuyer sur nos langues nationales tout au début de la scolarisation afin d'apprendre plus tard le français. Donc, cette initiative aussi a été suspendue. N'empêche que nous avons porté un regard sur les manuels qui ont été élaborés dans ce cadre-là. Et il faut souligner qu'il y avait eu 6 langues qui ont été introduites. Le Fongbe, le Batonou, le Dendi, le Fulfulde, le Yoruba et le Adjagbe. Et avec le temps et les réticences de certaines parties de la population, il y a eu 4 autres langues qui ont été ajoutées pour compléter la liste à 10. Donc, 10 langues. Mais nous, on a porté notre travail sur 4 langues, le Fongbe, le Adjagbe, le Yoruba et le Dendi. Donc, nous avons, dans le cadre de cette communication, considéré le manuel comme un support didactique sur lequel s'appuie l'apprentissage de l'enseignement, je vais dire, des langues, puisqu'il faut souligner que le premier enjeu, c'est d'enseigner d'abord les langues en tant que matière avant de passer à l'enseignement dans la langue. Et c'est aussi, le manuel, c'est aussi un support qui véhicule notre culture, parce que quand on parle d'une langue, il y a derrière la langue toute une culture.
Et donc, le manuel se présente comme un outil qui permet de d'évaluer les outils linguistiques et culturels, l'organisation cognitive et sociale du savoir et la construction aussi d'une identité collective. Parce que lorsque dans un manuel, on découvre, je dirais, c'est un dépôt de culture, de valeurs, notamment les valeurs prescrites dans le programme d'études qui, dans une certaine mesure, sont prises en compte lors de l'élaboration des différents tests. Donc, ça peut concourir à une certaine construction d'une identité du point de vue des élèves. Et donc, voilà comment nous avons appréhendé le manuel. Ensuite, nous nous sommes demandé, parce que il faut bien souligner que pour l'enseignement, il y a eu une sorte de sélection des langues selon les aires linguistiques, différentes aires linguistiques. Donc, à chaque aire linguistique a été attribuée, en fonction des locuteurs, la langue qui devrait être introduite. Donc, nous nous sommes demandé si le fait d'attribuer aux différents aires linguistiques la langue à étudier pourrait favoriser la construction d'une identité collective ou nationale. Et là, nous nous sommes demandé si ces manuels renforcent-ils les connaissances des enfants de leur milieu et s'ils favorisent l'ouverture à la diversité culturelle et linguistique du pays, puisque il faut souligner que nous avons une certaine diversité culturelle et linguistique. On a parlé tout à l'heure d'une 50aine de langues et au Burkina, c'est une 60aine, comme l'a dit Carole. Donc, nous avons essayé de voir à travers des hypothèses si les manuels traduisent essentiellement des réalités socio-culturelles des aires linguistiques où ils servent de support didactique, ou s'ils participent à la délimitation des aires linguistiques et si l'analyse des manuels pouvait permettre d'obtenir un aperçu de la diversité culturelle qui caractérise le Bénin. Comme approche, nous avons délimité le corpus, c'est-à-dire choisi des manuels, le manuel de français, le manuel de fond de Adjagbe, de Yoruba et de Dendi, du cours d'initiation. Et il faut dire que ce choix a été plus ou moins facile parce que dans notre contexte, l'État impose les matériels didactiques à utiliser officiellement. Donc, presque tous les enfants utilisent les mêmes manuels. C'est vrai que il y a certains enseignants qui peuvent recourir à d'autres manuels, mais de façon officielle, il y a les manuels qui sont utilisés à l'école. Donc, si on prend le manuel de Fongwe, c'est un seul manuel qui a été reconnu officiellement par l'État, et ainsi de suite pour les autres. Et l'autre chose, lorsque vous ne pouvez que travailler aussi avec ce que vous avez apporté. Donc, voilà les critères le premier critère qui a déterminé le choix de ces manuels. Et le second critère, il y a la couverture, le critère d'homogénéité du corpus. C'est-à-dire, on a choisi le même niveau d'initiation. Et c'est parce que les manuels véhiculaient, développaient les mêmes thématiques. Et c'est pratiquement le même équipe d'encadrement qui avait pour tous les manuels. La même équipe de graphisme aussi. Donc, il y avait des éléments communs qui nous ont amenés à comparer ces différents supports didactiques. Donc, en nous basant sur les valeurs définies dans les programmes d'études, nous avons élaboré des indicateurs d'analyse et qui
se présentent sous forme d'idées, les attitudes développées dans le manuel, les objets utilisés, les aliments, parce que l'aliment aussi est caractéristique d'une culture. Il y a les habitudes alimentaires aussi, il y a les habits, et puis les loisirs. Nous avons fait un test en sélectionnant des tests, surtout les tests qui c'était les tests les plus longs, et puis c'est les tests qui véhiculaient, qui sont susceptibles de véhiculer le champ lexical un peu plus là pour pouvoir voir les difficultés qu'on allait rencontrer lors de l'analyse à proprement parler. Donc, le pré-test a porté sur les tests qui étaient là. On a pris 4 tests et c'est aussi les tests qui étaient proposés pour faire un récapitulatif des différents apprentissages proposés au niveau de chaque situation d'apprentissage. Des exercices ou des tests proposés au niveau de chaque situation d'apprentissage. Donc, nous sommes arrivés à ça, c'est vraiment une synthèse parce qu'il y a beaucoup d'éléments. On ne pourra pas tous les évoquer ici. Donc, pour ce qui concerne les thèmes abordés dans les différents manuels, nous avons la famille, par exemple. La famille, cette image-là, c'est une image tirée du livre de Yoruba, de la famille. Dans tous les manuels, il y a le thème là qui a été développé. Il y a le jeu, il y a l'école, il y a les activités économiques, la santé. Et puis, la santé, ici, l'image là a été extraite du manuel de Fongwe. Et puis, il y a la fête aussi. C'est tiré du manuel de Dendi. Donc, voilà les thèmes abordés dans les différents manuels. Ensuite, lorsqu'on jette un coup d'œil sur les valeurs dominantes dans les différents manuels, on constate que dans le manuel de français, les valeurs qui étaient dominantes, c'était l'esprit critique, la curiosité, l'ouverture à la technologie. Et dans les manuels en langue nationale, c'est le respect des aînés, l'obéissance, le goût du travail et l'endurance. Tout à l'heure, Carole disait que pour saluer, il y a une façon de le faire. Donc, vous voyez ici, c'est une expression pour saluer une personne qui est plus âgée. Donc, voilà les catégories de valeurs sur lesquelles chaque catégorie de manuel a insisté à ce niveau-là. Le niveau, c'est cours d'initiation. Ensuite, nous avons constaté qu'il y a que les noms qui étaient dans les manuels en langue nationale étaient les noms de chez nous, des nominatifs endogènes. Et puis, ça caractérisait chaque aire linguistique. Et puis, au niveau de manière de français, il y avait ce souci-là de représentativité des différents aires linguistiques. Et le test et l'image qui est ici, par exemple, il y a Béré. Béré, c'est un nom souvent du Septentrion et puis à partir des collines là-bas. Il y a Nekima, il y a Dossou, c'est dans le sud, le centre qu'on a souvent ces noms-là. Dado, c'est dans le sud et le centre aussi, souvent qu'on donne ces noms-là. Il y a Pena, René, qui est un personnage qui porte un nom français. C'est le seul d'ailleurs dans le manuel de français. Donc, voilà au niveau des noms, ce qu'on a constaté. Ensuite, il y a les lieux parcourus. Lorsqu'on prend les manuels, ils ont essayé d'évoquer des lieux dans lesquels les langues, chacune des langues
en étude étaient parlées. Par exemple, le Yoruba, c'est dans les zones, entre autres ces zones-là, Adjara, Okala, etc. Dans le département de l'Ouémé et dans le département du Plateau, il y a des localités où soit le Yoruba ou le Nara, où les dialectes apparentés sont parlés. Donc, c'est surtout ces zones qui sont évoquées, mais comparativement aux manières de français qui essaient de diversifier les zones pour que tout le monde se retrouve à travers ce support didactique. Au niveau du manuel de Adjagbe, c'est pareil aussi avec des localités qui correspondent aux zones ou aux aires linguistiques où on retrouve les locuteurs, plus les locuteurs de cette langue-là. Ensuite, spécialement, j'ai voulu faire ressortir certains éléments en relation avec la tradition ou la religion. Et lorsqu'on prend, par exemple, le manuel de français de Fongbe, on retrouve, il y a cet effort-là qui a été fait pour respecter la laïcité qui caractérise le pays. Il y a les musulmans. Ici, il y a le Bokon, c'est le prêtre du Fa chez nous. Et ici, il y a des tests ou un test qui a porté sur la fête de Noël. C'est ça qu'on appelle Nathan. Oui. Nathan, oui. Bon, ça aussi, c'est une tradition. Nathan, oui. Nathan, oui. Voilà, donc, ces deux manuels, voilà, eux, ils ont essayé de respecter la laïcité du pays à travers les différents tests proposés. Au niveau du manuel de Yoruba, on voit le Egungun, qu'on appelle communément le revenant. Et il y a le signe du phare qui est là. Et le Egungun, sa langue, le Egungun ne communique qu'en Yoruba, en fait. Le Egungun chez nous ne communique qu'en Yoruba, en fait. Donc, ça a été mis en avant dans ce manuel-là. Au niveau du manuel de Adjagbe, là, carrément, on voit qu'il y a eu, disons, plus d'insistance sur les valeurs de chez nous. Et je vais lire, par exemple, l'extrait là, pour que vous voyez cette démarcation qu'on a entre le contenu de ce manuel et le contenu des manuels comme le Fongbe. Ils ont les informations qui ont été fournies, par exemple, à la page 89, il y a eu le test qui a été relevé pour voir la perception même qu'ils ont de Dieu, ou bien les tests véhiculent de Dieu, par exemple. Il y a des tests qui véhiculent une certaine perception de Dieu aussi. Et donc, à la page 89, permet de comparer deux périodes. Il y a l'époque des ancêtres, et qui est caractérisée par des rituels et des rites, et la période de prolifération des religions importées, marquée par une disparition progressive de la tradition et des rituels. Ça, c'est des textes qui ont véhiculé cela et qui ont été marqués explicitement. La préoccupation que je souligne ici, c'est que nous avons un même pays et nous avons plusieurs manuels destinés à différentes aires linguistiques. Et ces manuels, en fait, véhiculent à des moments donnés différentes perceptions de la vie, différents éléments, différentes conceptions des choses, différentes valeurs. Est-ce que cela contribue véritablement à donner les mêmes bases, les mêmes valeurs à l'ensemble des enfants? Parce que l'école aussi, l'une de ses fonctions, c'est qu'il unifie en nous donnant les mêmes connaissances, les mêmes types de connaissances, et en nous donnant les mêmes valeurs. Et donc, le questionnement est à ce niveau. Bon, actuellement, je rappelle encore que
de l'expérimentation qui était en cours a été suspendue. Donc, ces manuels-là ne sont plus utilisés actuellement. Et voilà ce que je peux dire pour le moment. Donc, vu que voilà, de façon ramassée, ce que j'ai proposé pour ma communication ce soir. Merci de votre écoute. Merci Prosper. On va passer tout de suite aux questions. Qui veut bien commencer? Bon, bah je vais faire comme tout à l'heure. Ah, pardon. Oui, je vois une main qui se lève. Si je peux me permettre à nouveau de commencer. Par rapport à tous ces manuels et ces supports, quelle est la politique du pays en matière de subvention d'exemplaires pour les étudiants ou bien photocopie ou bref, est-ce qu'il y a une aide de l'État pour matériel, je dirais? D'accord, je réponds directement, c'est ça. Bon, en fait, il y a un gros problème, il y a un gros travail à faire, une grosse organisation qui doit être mise en place à ce niveau parce que les choses ne sont pas pour autant réglementées. Et en matière d'édition ou d'élaboration de manuels, souvent c'est soit les inspecteurs, les conseillers pédagogiques ou des particuliers qui s'essaient et voilà, parfois avec l'aide d'experts d'ailleurs, mais ce n'est pas réglementé pour ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre des manuels. Et l'autre chose, pour revenir à votre question, ces manuels avaient été subventionnés ou je dirais mis à disposition gratuitement des écoles, surtout les manuels en langue, comme c'était une expérimentation. Et actuellement, je vais prendre le cas actuel où il y a eu un nouveau manuel qui a été élaboré. C'est avant la rentrée de septembre, il y avait eu une note qui est sortie où l'État disait de ne pas, aux parents de ne pas payer, que ces manuels seront mis à disposition gratuitement des enfants. Donc, sinon, avant, les parents, l'État subventionnait et les parents, ça réduisait le coût d'achat aux parents. Donc, actuellement, c'est le cas comme ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Donc, l'État essaye de pouvoir pourvoir au maximum maintenant aux besoins. Alors, et c'est un changement. Apparemment, c'est quelque chose qui, c'est une amélioration récente, c'est ça? Oui. Merci. Merci. Si, je crois qu'Alexandra aussi voulait intervenir. Oui, merci Hugues. Bonjour à tous. Alors, merci, c'était très, très intéressant. Très intéressant aussi la présentation, d'ailleurs, précédente. J'avais renoncé à poser des questions, même si j'en avais aussi pas mal. Dans ces deux présentations, ce que je trouve assez questionnant, ce qui peut nous amener encore à réfléchir sur des questions comme la transmission, hein, que nous on questionne beaucoup dans le séminaire, c'est comment elle passe cette transmission, notamment entre la famille, le territoire, l'école. Et là, dans vos deux communications, je trouve que ce qui nous intéresse, ce qui nous interroge, c'est en quoi ça peut être utile et pertinent de partir du vécu, de ce qui fait sens pour les individus, et un peu dans une démarche, je trouve que à la fois pour la construction de la langue des signes naturelle, que là, pour ces manuels en différentes langues, il y a cette idée de partir finalement d'une démarche un peu inductive, hein, qui part du terrain, de ce qui, voilà, quelle tradition, quelle valeur, quelle coutume on peut faire porter.
Et ce qui est intéressant dans cette, si c'est un peu comme en France où il y a parfois un clivage fort entre l'école et les familles, c'est qu'il me semble que ça peut faire du lien et ça peut redonner du sens entre ces deux structures et peut-être parfois limiter les écarts et les inégalités. Alors je ne sais pas si vous êtes en accord, aussi bien pour la langue des signes d'ailleurs que pour là le manuel. Alors dans les deux cas, du coup, il y a une unification qui n'est pas recherchée, qui peut avoir des limites. Pour la langue des signes, la non-unification recherchée, ça peut avoir des limites en termes de reconnaissance. Et là, dans les manuels aussi, cette non-unification, je me suis demandé en vous écoutant, et parce qu'il y a des travaux qui portent sur cette question-là, qui sont plus sur les manuels, qui sont plus ciblés sur cet aspect, est-ce que porter plus le lien entre les langues et l'ethnicité, les langues et le territoire, le régionalisme, on peut dire, est-ce que ça va mettre en second plan certaines questions comme la dimension du genre? Il y a beaucoup de travaux sur les manuels scolaires et le genre, qu'est-ce qu'on fait faire aux petites filles et qu'est-ce qu'on fait faire aux petits garçons? Est-ce que du coup là, ça arrive un peu en second plan, on ne peut pas s'occuper de tout et puis c'était pas la priorité? Est-ce que la dimension plus justement milieu social, origine sociale, qui est parfois aussi clivante dans mon père est cadre et ma mère est agricultrice et peu représentée dans les manuels scolaires, est-ce que ça aussi c'était pris en compte? Voilà. Est-ce qu'il y a une priorisation? C'est ça ma question. Est-ce qu'il y a une priorisation finalement et que là les manuels portaient essentiellement sur faire sens par rapport aux valeurs, aux coutumes? Est-ce que du coup certaines dimensions, autres dimensions sociales comme le genre ou la PCS ont été délaissées ou est-ce que tout a été tenu de front? D'accord. Merci beaucoup. D'abord pour la contribution et pour la question aussi. Par rapport à la question, je dirais que le genre a été pris en compte. La question du genre a été prise en compte et respectée même, je dirais. Parce que dans la plupart des manuels, on voit des femmes qui s'adonnent à des activités que faisaient des hommes ou pour lesquelles elles étaient mises à part. Par exemple, il y a même des images où il y a parmi les hommes des femmes qui font de la mécanique auto, ce qui donc pour montrer que ce que l'homme fait, et la femme aussi peut faire. Des femmes qui font de la médecine, et donc ça veut dire que les représentations celles-ci il y a eu une amélioration de la perception du rôle de la femme, même à travers les manuels. La plupart d'ailleurs. Donc, cette question-là se pose. La question de l'origine sociale, il y a un test au travers duquel ça a été évoqué un peu, mais et ça, bon, où on disait, par exemple, tel aliment, c'est les riches qui sont habitués à manger cela. C'est un test qui dit ça, c'est un test en Yoruba, de livre de Yoruba qui disait, telle chose, c'est les riches qui mangent ça. Et ou tel poisson, nous, on ne mange pas ça. Vous voyez. Donc, il y a des questions d'origine. Mais c'est trop minime. Il n'y a pas de telle classe est supérieure à telle classe. D'accord. Oui. Merci. Y a-t-il une autre question? Alors, moi, j'aimerais bien savoir, parce que tu nous as parlé de 3 étapes très importantes qui allaient dans le sens d'une valorisation des langues nationales et puis de ce projet de manuel. Le projet de manuel qui est surtout développé, je crois, dans le projet Élan, si j'ai bien compris. Donc ces 3 étapes, c'est le tournant des indépendances et puis le régime révolutionnaire de 72. Sur le projet Élan, je pense que Clarisse va développer un petit peu tout à l'heure.
mais pour la période de l'indépendance et la période révolutionnaire, est-ce qu'il y a eu à ce moment-là une tentative de créer des manuels? Et qu'est-ce qui fait, en fait, plus largement et plus simplement peut-être, qu'est-ce qui fait que à ces périodes-là, ça n'est pas abouti, en définitive, que le projet n'ait pas pu aboutir? Oui, il y avait même des presses en langue nationale pendant la période révolutionnaire et plusieurs presses en langue nationale. Mais il faut souligner que lorsque, disons, la période révolutionnaire, il y a eu des problèmes économiques et puis il y a eu la conférence en 1989 vers la fin et 90. Et quand après la conférence, ceux qui sont venus, ils ont en griffe balayé pour la plupart du temps. Il y a eu une rupture plus ou moins de ce qui avait été fait. Donc, c'est comme si on a repris. Voilà, Clarisse veut... Clarisse veut intervenir, c'est ça? Oui, Clarisse veut intervenir. D'accord. Je mets le... Alors, pendant la période révolutionnaire, ce qui a eu d'intéressant, c'est que un des grands slogans, c'était le retour à l'authenticité. Retour à l'authenticité, donc, avec une valorisation de tout ce qui est valeurs traditionnelles, etc. Donc, on a mis beaucoup en avant les langues. Il y a eu de grandes campagnes d'alphabétisation pour tous les fonctionnaires, pour les élèves, dans les écoles, etc. Effectivement, il y avait la presse en langue nationale, mais il y a eu surtout cette initiative de faire l'école maternelle dans les langues nationales. Donc, les 2 années de l'école maternelle étaient faites dans les langues nationales et c'est seulement à partir du CI, donc cours d'initiation, que les enfants prenaient contact avec le français. Et puis, effectivement, bon, beaucoup de cadres, parce que les gens qui s'expriment en français quand même ne sont pas aussi nombreux que ceux qui utilisent les langues maternelles. Donc, avec les problèmes économiques et tout qu'il y a eu, je pense que il y a eu une petite faillite, une grosse faillite, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Et donc, les gens souhaitaient revenir au français parce qu'ils ont jugé que ce sont les langues nationales qui empêchaient les enfants de bien travailler à l'école. Et donc, il n'y avait pas une véritable articulation entre les apprentissages en langue nationale à la maternelle, qui n'est même pas obligatoire, et le français à l'école primaire. Donc, en 1990, quand il y a eu les états généraux de l'éducation, ils ont souhaité, ceux qui y participaient, donc, on renoue avec le français et qu'on laisse tomber cette histoire de langue maternelle exclusive dans les écoles maternelles. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que je peux avoir la parole? Bien sûr. Ok, merci. Tout ce que vous dites, ça me rappelle aussi la période révolutionnaire au Burkina, où il y a eu ce regain de nationalisme, de promotion des langues, de la culture et tout. Et après, allez, il y a encore une coupure et puis on est reparti, voilà. Mais quand même, l'éducation bilingue est toujours promue au niveau du Burkina. Maintenant, au niveau du Bénin, vous avez tantôt dit que le projet Élan a été suspendu en 2013. Quelle était la motivation? Et est-ce que au niveau du pays, il y a eu une évaluation des actions pour essayer de redimensionner peut-être afin de mettre en place autre chose pour continuer? Parce que les langues nationales, hein, quoi qu'on dise, elles aident aussi aux apprentissages. Et il y a beaucoup d'études qui l'ont prouvé. Je crois que c'est un petit peu l'intervention de Clarisse. C'est ça, Clarisse? Oui, alors je dirais que le projet Élan a été
suspendu parce que ce qui se passait sur le terrain était, alors je vais dire grosso modo que c'était plus spécialement intéressant parce qu'au départ du projet Élan, il avait choisi 6 langues, donc 30 écoles pilotes, et il était prévu une évaluation au bout de 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, l'évaluation n'a pas été réellement faite. Et ils ont souhaité qu'on prolonge de 3 ans encore, c'est-à-dire qu'on évalue une fois que les élèves seraient arrivés au CM2, donc passant le CEPE. Et en cours d'expérimentation, il y a eu 4 langues qui ont été ajoutées aux 6 langues précédentes, qui posaient déjà quelques problèmes sur le terrain en termes d'élaboration de manuels, en termes de suivi pédagogique des enseignants, en termes de formation de formateurs. Et donc, quand on a rajouté les 4 langues, vraiment, ça a créé un gros, je vais pas dire foutu en maîtresse, sur le terrain. Les enseignants étaient démunis parce qu'ils n'avaient pas le matériel didactique nécessaire devant leur servir pour faire les apprentissages aux élèves. Et donc, quand le gouvernement du président Talon est arrivé en 2016, qu'ils ont fait un peu le point de tout ce qui se faisait, parce qu'il y a eu une commission chargée justement d'évaluer un peu grosso modo tout ce qui se passait dans tous les secteurs. Et au niveau du secteur de l'éducation, donc, on a trouvé que Élan ne donnait pas les résultats ou ne donnait plus les résultats escomptés. Donc, en 2018, l'expérimentation a été suspendue. Bon, il était prévu qu'on fasse une évaluation, mais à ma connaissance, elle n'a pas été faite. D'accord. J'espère que j'ai répondu. Oui, c'est vrai que le problème des évaluations, des innovations pédagogiques, c'est un peu partout le même problème. Hein. On passe d'une réforme à une autre sans une véritable évaluation et c'est toujours un recommencement. C'est un vrai problème. Bénin, au Burkina aussi. Et nous sommes en train de préparer encore des états généraux pour voir comment est-ce qu'on va améliorer au niveau du Burkina. Courage. Merci. Là, on a glissé d'une intervention vers l'autre. Ça te va, Prosper, comme ça? On peut continuer avec la présentation de Clarisse? Et puis, oui. Si ensuite il y a des questions qui vous appellent tous les deux, vous pourrez bien entendu y répondre. Enfin, tu pourras bientôt intervenir à nouveau si si tu le désires. Je propose qu'on continue avec Clarisse. Oui. C'est bon. Merci beaucoup, Prosper. Merci.